Voilà, donc là, je vous rappelle que la dernière fois, on a commencé à étudier un problème inverse qui consiste à identifier un potentiel dans l'équation de Schrödinger à partir des mesures effectuées sur une partie du bord. Et on a dit que la difficulté principale pour étudier ce problème, c'est la construction, la construction des solutions par la méthode de l'optique géométrique. D'accord? Parce qu'il faut construire des solutions qui virent sur une partie du bord. Et ça complique un petit peu la construction des solutions. D'accord? Donc, pour construire ce type de solution, on a dit qu'on va utiliser un outil, des inégalités, ce sont des inégalités intégrales avec un poids et qui s'appellent les inégalités de Karlemann. Je vous rappelle qu'on a montré une inégalité de Karlemann avec un poids très particulier. C'est un poids linéaire, c'est un poids s'écrit comme x scalaire oméga, où oméga est un vecteur fixé sur la sphère unité. Donc, je vous rappelle quelques notations de la dernière fois. Donc, je fixe un vecteur unitaire sur la sphère unité, dans un Sn-1, et on a défini gamma plus moins de oméga, c'est l'ensemble des x sur la frontière de oméga, tel que oméga scalaire la normale, donc plus ou moins positif. D'accord? Et on a défini également pour epsilon fixé, strictement positif, on a défini gamma plus epsilon oméga, c'est l'ensemble des x sur la frontière tel que oméga scalaire nu supérieur à epsilon. Et si vous changez donc le signe, plus avec moins, ça va être la même chose. Également, oméga moins epsilon, c'est l'ensemble des x tel que oméga scalaire nu inférieur à epsilon. Donc là, je fais juste un dessin. Donc là, imaginons que oméga est convexe. Si vous fixez une direction oméga, donc pour n'importe quel point x, vous considérez la normale, par exemple la normale sortante, bien sûr. Donc là, j'ai la normale scalaire oméga est strictement positive, donc là, je suis sur la partie gamma plus de oméga. D'accord? Et évidemment, gamma moins est l'autre partie du bord. C'est le complémentaire de gamma plus. D'accord? Lorsque epsilon est positif, en fait, je déborde un petit peu. Donc là, si je prends un epsilon strictement positif, oméga epsilon, évidemment, elle contient gamma plus, mais avec strictement, si vous voulez, donc avec un peu plus. Voilà, puis je vous rappelle qu'on a montré cette inégalité, qui est l'inégalité de Karlemann. Donc, je réécris juste l'inégalité. On a dit que, quel que soit U dans C2, une fonction de classe C2 sur oméga bar, qui est nulle sur le bord, alors, on a l'inégalité suivante. 8 fois tau carré, tau est un paramètre réel, sur d carré, l'intégrale sur oméga de exponentielle moins 2 tau x scalaire oméga u carré, dx dt, d'accord, plus l'intégrale sur la partie gamma plus, donc c'est cette partie-là, donc l'intégrale sur la frontière, de 2 tau oméga scalaire nu, exponentielle moins 2 tau x oméga, la dérivée normale de u, au carré, dx dt, bien sûr, est inférieure ou égale à l'intégrale sur oméga de Laplacien moins q, u au carré, bien sûr avec le poids, toujours, moins 2 tau x scalaire oméga dx, mais pas de t, bien sûr, plus, plutôt moins, l'intégrale sur la partie gamma moins de oméga, oméga scalaire nu, exponentielle moins 2 tau x oméga, la dérivée normale de u dx. Excusez-moi, moins 2 tau, l'intégrale sur gamma moins de oméga.
Moins 2 taux. Moins 2 taux, bien sûr. Hein. Merci. OK. Voilà, donc cette inégalité, évidemment, D est lié au diamètre de oméga. Hein. Et donc cette inégalité vous dit que vous pouvez contrôler la norme de U avec un poids exponentiel et un grand paramètre taux en fonction du terme source, ça c'est le terme source, moins Laplacien moins QU, toujours avec le même poids, et une partie ou bien une observation sur gamma moins. Hein. Donc je vous rappelle que gamma moins, c'est cette partie-là. Donc vous pouvez contrôler ce qui se passe à l'intérieur, en norme L2, en fonction du terme source et ce qui se passe juste sur la partie gamma moins. Ça c'est important comme inégalité. D'accord? Voilà, donc là c'est ce qu'on a montré la dernière fois. Maintenant on va utiliser cette inégalité de Karleman. Hein. Donc j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une inégalité très particulière parce que dans cette inégalité, on contrôle des normes faibles. On contrôle juste la norme de U et pas des dérivés de U, ça d'une part. Et d'autre part, c'est qu'on utilise un poids qui est vraiment un poids limite. D'ailleurs, on l'appelle un poids limite puisqu'il ne vérifie pas des propriétés, hein, dites des propriétés de pseudo-convexité. On va voir, comme j'ai dit la dernière fois, sur un autre chapitre, les inégalités de Karleman ont toute généralité avec des poids qui vérifient certaines propriétés de pseudo-convexité de Hörmander. OK. Donc là, il faut garder ça en mémoire et on va utiliser donc ce lemme ou bien cette inégalité pour montrer des solutions, l'existence des solutions pour l'équation de Schrödinger. Maintenant, je passe à ma deuxième partie, donc l'espace H indice delta oméga. En fait, on va introduire un espace qui va jouer un rôle aussi important dans la construction de mes solutions. Donc, toujours, je me place sur un domaine borné de Rn. Donc je me place toujours sur un domaine borné de Rn, de bord régulier qu'on va noter gamma, d'accord, et je définis un espace qu'on va noter H indice delta, c'est le Laplacien en fait, de oméga. Ben, cet espace, ça va être l'ensemble des distributions sur oméga telles que U dans L2 et que Laplacien U est aussi dans L2. Donc là, il faut faire attention. Cet espace, ce n'est pas l'espace H2. Parce que par définition, H2 de oméga, l'espace Sobolev H2, c'est l'ensemble des distributions telles que toutes les dérivées jusqu'à l'ordre 2 sont dans L2. Donc là, j'exige uniquement que U dans L2 et son Laplacien est dans L2. Donc là, il me manque le gradient et les dérivées croisées aussi. D'accord? Donc, c'est un espace beaucoup plus faible que l'espace Sobolev H2. D'accord? Évidemment, H2 inclus dans cet espace. Hein? Donc, H2, c'est l'espace Sobolev H2, est inclus dans H delta de oméga, mais évidemment, l'inclusion inverse n'est pas vraie, en général. D'accord? Un élément de H delta n'est pas nécessairement dans H2, hein, puisqu'il me manque la régularité du gradient et les dérivées croisées aussi, hein, si vous voulez.
Donc cet espace, H delta, est un espace de Hilbert. Et on va introduire un produit scalaire sur cet espace. D'accord? Donc, H delta de oméga est un espace de Hilbert. Donc, avec un produit scalaire ou bien une norme associée à un produit scalaire, donc avec la norme associée au produit scalaire, donc je définis la norme d'une fonction U dans H delta de oméga. Donc je prends la norme au carré. Ben, par définition, ça va être la norme de U L2 plus la norme de Laplacien U L2. D'accord? Évidemment, par définition, oui? Non, si tu as un élément U dans H2, ben évidemment, elle est L2 et toutes ses dérivées d'ordre inférieur ou égal à 2 dans L2. En particulier, tu as Laplacien U dans L2, donc c'est bien ça. Hein? Donc, H delta est un espace de Hilbert pour cette norme-là. Hein? Évidemment, comme j'ai dit, c'est U dans H delta. U, elle est L2, et son Laplacien est dans L2. D'accord? Donc, en fait, dans cette partie, on va étudier quelques propriétés de la trace des fonctions U qui sont dans H delta. Donc, on a le lemme suivant. Donc, lemme. Première propriété. Donc, les opérateurs traces. Donc, les opérateurs traces qu'on va noter gamma 0. Elle est définie sur H delta de oméga dans H moins 1,5 de la frontière. Et l'opérateur trace gamma 1 qui va être aussi de H delta de oméga dans H moins 3,5. Donc là, c'est H, l'espace de Sobolev H moins 1,5. Et pour gamma 1, c'est l'espace Sobolev H moins 3,5. Tel que pour une fonction U, on va associer sa trace sur gamma. Donc gamma 0 de U, par définition, c'est U restreint sur la frontière gamma. Et pour gamma 1, ben on va prendre gamma 1 de U. Ben c'est la restriction de la dérivée normale de U sur gamma. C'est les opérateurs traces. D'accord? La trace 0 et la trace d'ordre 1. Ben, ces deux opérateurs sont continus. Donc sont continus. Et il existe une constante grand C positif telle que la norme de la trace J de U. Donc là, la trace de U, J égale à 0,1. Hein, donc là, je suis dans H moins 1,5 moins J sur gamma. Hein, évidemment, si J égale à 0, je suis dans H moins 1,5. Et si J égale à 1, je suis dans H moins 3,5.
Donc cette quantité-là est majorée par une constante, la norme de U, dans H delta de oméga, quel que soit U, donc quel que soit U, dans H delta de oméga. Donc ce lemme vous dit que les opérateurs traces, si vous prenez un élément de H delta, sa trace, elle est dans H-1,5, sa trace d'ordre 1, elle est dans H-1,3,5, et que ces opérateurs sont contenus, sont des opérateurs linéaires, et qui sont contenus grâce à cette inégalité-là. Donc, sont contenus de H-1,5 moins J de gamma, sont contenus de H delta de oméga à valeur dans H-1,5 moins gamma. D'accord? Donc là, c'est la première partie du lemme. La deuxième partie vous dit la chose suivante. Si on suppose, de plus que la trace de U est dans H3,5, donc si je suppose de plus que la trace est dans H3,5, alors U est dans H2 de oméga. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez un élément U dans H delta de oméga, tel que sa trace dans H3,5, ben automatiquement U, elle est dans H2. D'accord? Si vous prenez un élément dans cet espace, et si vous supposez que sa trace, ou bien si sa trace est d'ordre, si sa trace est dans H3,5, ben, la fonction elle-même, elle est automatiquement dans H delta. Et vous avez cette inégalité-là. Donc d'abord, elle est U dans H3,5, et gamma 1 de U, elle est dans H1,5. Donc là, vous gagnez en régularité, et vous avez la norme de U dans H2 est majorée par une constante fois la norme de U H delta plus la trace de U dans H3,5 de gamma. En fait, évidemment, on voit tout de suite à partir de cette inégalité-là ce que j'ai écrit au tableau. C'est U dans H delta, cette quantité est finie. Si gamma 0, U dans H3,5, celle-là est finie. Et vous avez U, la norme de U H2 finie aussi. D'accord? Et vous avez également la norme de gamma 1 de U dans H1,5 de gamma est majorée par la même chose. Majorée par la même chose. D'accord? Ou c'est une constante positive, bien sûr. Donc, comme j'ai dit, donc si vous avez un élément dans H delta, ici sa trace est régulière, elle est dans H3,5, ben, la fonction, bien la solution, voilà, U de court, elle est aussi régulière, elle est dans H2. On gagne en régularité pour U elle-même. Bon, on va montrer donc ce lemme. C'est purement de l'analyse fonctionnelle, il n'y a pas grand-chose à... Peut-être j'efface ici. Donc la preuve, je montre peut-être juste le premier point et je vous laisse ça en exercice, le deuxième point en exercice. Donc la preuve. Donc d'abord, je fixe U assez régulière. Je prends U, c'est infini, sur oméga bar. D'accord? Et je définis L
une fonctionnelle définie sur H1,5 gamma à valeur dans C, c'est une forme linéaire, telle que pour W, on va associer L de W égale l'intégrale sur le bord de U W bar dx. D'accord? C'est une forme linéaire. D'accord? Donc, d'après le théorème des traces, du trace, donc si vous prenez U dans H2, donc pour UH2, on peut trouver une fonction V dans H2 de oméga telle que la trace de V égale à 0 et la trace de la dérivée normale de V égale W. D'accord? Ça, c'est pour les W dans H1,5. Et que la norme de V et que la norme de V dans H2 est majorée par une constante, la norme de V dans H1,5 de gamma. D'accord? Voilà. Maintenant, j'applique la formule de Green. Donc, la formule de Green me dit que l'intégrale sur oméga, donc d'après la formule de Green, on a, donc on sait que l'intégrale sur oméga de Laplacien V bar U fois Laplacien V bar moins V bar Laplacien de U dx. Donc là, ça vous donne l'intégrale sur gamma sur la frontière, donc de U fois la dérivée normale de V moins V fois la dérivée normale de U. Mais V sur le bord, c'est 0. D'accord? Donc il me reste uniquement ce terme-là. D'accord? Qui est par définition, c'est L de la dérivée normale de V, mais la dérivée normale de V, c'est W. Donc c'est L de W. En quelque sorte, je peux représenter ma forme linéaire L, donc L de W, qui est en réalité une intégrale sur le bord, je peux la représenter sous cette forme-là, hein, qui est une intégrale de volume sur oméga. D'accord? U, ben c'est U, c'est la même fonction U, et V, c'est le relèvement, si vous voulez, en quelque sorte, de W. C'est le relèvement de W sur oméga. Voilà. Donc,
si vous calculez le module de L de W, ben, égale module de ça, qui est majoré, s'il vous plaît, qui est majoré par, donc, la norme de U, L2, Cauchy-Schwarz, la norme de Laplacien V, L2, plus la norme de V, L2, plus la norme de Laplacien U, L2. Donc, je préfère de l'écrire comme ça. Donc, c'est la norme de V, L2, la norme de V, L2, la norme du Laplacien, fois la norme de U, L2, plus la norme Laplacien U, L2. Toujours dans oméga, hein, ça c'est des intégrales sur oméga. Donc, il est majoré donc, par la norme de U, H2, H delta, pardon, c'est la norme de U, H delta, de oméga. Je vous rappelle que la norme H delta, c'est exactement la norme de UL2 plus la norme de Laplacien UL2. Et ce terme-là, je le majeure par la norme de U H2 de oméga, hein, puisque la norme de V, pardon, H2 de oméga 1. Puisque ce terme-là fait partie, enfin ces deux termes-là font partie de la norme H2. Hein, j'ai plus dans la norme H2. Mais la norme de VH2, elle est encore là. La norme de VH2, elle est majorée par une constante fois la norme de W, la norme WH1,2. Donc, module de L de W est majoré par une constante, la norme de UH delta fois la norme de W dans H1,2 sur la frontière gamma. D'accord? Ben, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que L, quel que soit W, évidemment ceci, quel que soit W dans H1,2, donc on a montré que quel que soit W dans H1,2, module de L de W majoré par une constante fois la norme de W, ça veut dire que L est continue. Donc, L est continue. D'accord? C'est une forme continue. Mais une forme continue, ça veut dire que il existe alors une fonction qu'on va noter gamma 0 de U, d'accord, qui est dans H moins 1,5 de gamma, dans le dual de H1,5, tel que L de W égale le produit, enfin la dualité entre H1,5 de gamma et H moins 1,5 de gamma. C'est, si vous voulez, en quelque sorte, théorème de représentation de Riesz. Hein. J'ai une forme linéaire continue, je peux le représenter par un élément gamma 0, U dans H moins 1,5 dans le dual. D'accord? D'accord? Et donc, en fait, j'ai défini donc une application gamma 0, qu'on va noter gamma 0. On a ainsi gamma 0 qui est pour toute U dans C infini de oméga bar, on va associer
le gamma 0 de U, hein, qui est dans H moins 1,5 gamma. D'accord? Évidemment, cette application est continue pour la norme H indice delta de oméga. Et comme C infini oméga bar est dense dans H delta de oméga, on peut prolonger, donc gamma 0 se prolonge d'une manière, enfin, par une forme linéaire continue de H delta de oméga dans H moins 1,5 gamma. Et que la norme de ce prolongement égale la norme de gamma 0 sur l'espace des fonctions aussi infinies. Donc, et on a la norme de gamma 0 de U H moins 1,5 gamma majorée par une constante, la norme de U. Hein? Donc là, je vous rappelle que la norme de L, donc la norme de gamma 0 de U, c'est la norme de L, la norme de la forme linéaire continue L, qui est majorée par une constante fois la norme de U H delta de oméga. D'accord? Donc là, en fait, ça prouve la première partie. Ça prouve la première partie de la proposition, ou bien du lin. D'accord? Oui, question? Majoration de module de N Oui? Ben, j'ai juste utilisé celle-là. Donc là, c'est module de L de W. Cauchy-Schwarz, elle est majorée par la norme de U fois la norme de Laplacien V plus la norme de V fois la norme de Laplacien U, puis vous avez d'autres termes positifs. Je suis sur le bon, du bon côté. Donc là, j'ai ajouté en fait des termes juste pour avoir la norme H delta de oméga. D'accord? Voilà. Donc là, juste il faut garder deux choses en mémoire, c'est que pour les fonctions U qui sont dans H delta, je vous rappelle que H delta c'est l'espace des fonctions UL2 tel que leur Laplacien dans L2. Donc leurs traces d'ordre 0 sont dans H moins 1,5 et la trace de la dérivée normale sont dans H moins 3,5. D'accord? Et on a même une formule de Green pour les U qui sont dans H delta, parce qu'il ne faut pas oublier que L de W, par définition, c'est l'intégrale sur gamma de U, W, mais W, c'est la dérivée normale de V. Donc, si vous avez U égale à 0 sur le bord, en fait, vous avez aussi une formule de Green. Donc, la formule de Green qui est vraie pour les H2, les fonctions qui sont en H2, reste vraie lorsque je suis dans H delta. Sauf, il faut faire attention, ici, ce n'est pas un produit scalaire dans L2, ça c'est la dualité H moins 1,5, H 1,5. D'accord? Ça c'est un crochet, il faut le voir comme un crochet de dualité H 1,5, H moins 1,5, et ce n'est pas le produit scalaire L2 de gamma. Ok. Bon, maintenant je pense qu'on est assez armé pour
construire des solutions pour l'équation de Schrödinger. Hein. Donc là, je vous rappelle, jusqu'à maintenant, on a généralisé la formule de Green sur H delta de oméga et on a montré des inégalités avec un poids qui sont les inégalités de Karlmann. On va utiliser ces deux arguments pour construire des solutions qui vérifient certaines propriétés pour l'équation de Schrödinger. Est-ce que je peux effacer ici? Il vaut mieux que j'utilise un... Voilà. Donc, troisième partie. Des solutions particulières pour l'opérateur de Schrödinger. Voilà. Donc je fixe un oméga dans un Sn-1. D'accord? Je fixe un oméga dans un Sn-1 et je définis un espace L2 de oméga, c'est l'espace des fonctions de carré intégral, et je le mets indice tau, L2 de tau. C'est l'espace de Hilbert donc pour le produit scalaire suivant. Donc pour le produit scalaire, donc je définis le produit scalaire entre E et V égale l'intégrale sur oméga U de x V de x bar dx, ça c'est le produit scalaire dans L2, usuel, et j'ajoute un poids qui va être le poids de Karlmann. C'est exponentiel de tau, pardon. C'est exponentiel de tau x oméga, u de x, v de x bar dx. En fait, c'est L2, mais avec une mesure pondérée par un poids, exponentiel de tau x scalaire oméga. D'accord? Voilà. Et bien sûr, dès que vous avez un produit scalaire, vous avez aussi la norme associée. Donc la norme de U au carré indice tau, ça va être l'intégrale sur oméga de exponentielle de tau x scalaire oméga U de x au carré dx. Voilà. Donc là, j'ai défini ce qu'on va utiliser dans ce paragraphe. On a le lemme suivant.
Ben, si vous prenez une fonction g dans L2 moins taux. Moins taux, ça veut dire que je change taux par moins taux. Hein, ça veut dire que je change l'exponentielle, plus, au lieu de plus, c'est moins. Hein. Taux est un réel ici, dans R. Donc, si vous prenez G dans L moins 2 taux, avec taux assez grand, d'accord. Alors, il existe je dirais une fonction V ou bien U dans L2 moins taux oméga dans le même espace tel que U est une solution de moins Laplacien, plutôt Laplacien moins Q de X, évidemment Q c'est un Q de X, hein, égal à G dans oméga, et que U sur la partie rentrante, gamma moins de oméga, je vous rappelle que gamma moins oméga, grosso modo c'est la moitié du bord de oméga, bah égal à 0. D'accord? Et vous avez en plus une estimation, donc la norme de U moins taux, la norme de U moins taux, c'est cette norme-là où je remplace taux par moins taux, ça veut dire que exponentielle moins de taux, x oméga, la norme de U de x au carré, elle est majorée par une constante sur taux, la norme de G, dans moins taux, pour taux supérieur à un taux 0, grand, où c'est une constante, ne dépend pas de taux. D'accord? Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Ben, en fait, c'est exactement le résultat qu'on a montré dans le premier chapitre, hein, et qui nous donne une construction des solutions de l'équation de Schrödinger. Mais je vous rappelle que dans le premier chapitre, comme on mesure sur tout le bord, on n'a pas cette restriction sur U. Donc là, je construis une solution qui vérifie en plus de l'équation de Schrödinger, une information sur une partie du bord. Au premier chapitre, il n'y avait pas cette condition-là. Hein? On n'a pas pu construire des solutions qui vérifient cette propriété en plus. D'accord? Bon, donc on va montrer ça. Donc on va montrer ça. Donc la preuve. Donc la preuve, je définis un espace D. Ben D, ça va être l'espace des fonctions V qui sont de classe C2 sur oméga bar, tel que V sur le bord égale à 0. Et que la dérivée normale de V sur gamma plus de oméga égale à 0. Donc je prends les fonctions qui sont de classe C2, qui sont nulles sur le bord, et dans
la dérivée normale est nulle sur la partie gamma plus. D'accord? Là, je fais un dessin, si vous voulez. Toujours ça, c'est oméga, une direction quelconque fixée. Ça, c'est gamma plus de oméga. Là, c'est gamma moins de oméga. D'accord? Donc, je prends les fonctions qui sont nulles sur tout le bord et dans la dérivée normale, nulle ici. OK? Puis, je définis un autre espace qu'on va noter grand F égale les fonctions W qui sont de la forme Laplacien moins Q. Ici, je prends Q réel. Hein. Q est une fonction réelle. V, où V parcourt l'ensemble D. Donc, les éléments de F, hein, si vous voulez, F, en quelque sorte, c'est l'image de D par cet opérateur. Hein. Donc, je prends tous les éléments de V, tous les éléments de D, et j'applique mon... C'est l'image, si vous voulez, pour l'image de D pour cet opérateur. D'accord? Donc, tout élément de F, tout élément W de F s'écrit comme ça. Voilà. Puis, je fixe un G dans L2 moins taux de oméga. Voilà. Et je veux montrer que ce système est solvable. Solvable au sens que je peux trouver U tel que moins Laplacien moins QU égale à G et que U vérifie une certaine propriété sur la partie gamma moins. Elle est nulle ici. Bon. Donc, je prends G dans L2 moins. Et je vous rappelle que Q, elle est dans L infini de oméga à valeur réelle. Hein. Je noterai comme ça. Elle est de oméga. Mais ça reste vrai aussi sur lorsque Q a valeur complexe, sauf qu'il faut changer Q par Q bar parfois. Hein. Voilà, donc ça c'est G. Et je définis l'opérateur, ou bien la forme linéaire, qu'on va noter L. Ça n'a rien à voir avec le L de tout à l'heure. Hein, donc L, elle est définie sur mon espace vectoriel F, à valeur dans C, définie de la manière suivante. Donc L de W, mais je vous rappelle que si W est dans grand F, donc W s'écrit comme un Laplacien moins Q d'une fonction V, donc s'écrit comme Laplacien moins Q V. Donc par définition, c'est l'intégrale, ou plutôt c'est le produit scalaire entre la fonction V et ma fonction G. D'accord? Donc, je définis sur l'espace F, une forme linéaire, L. Donc, j'applique L à un élément de F, qui s'appelle W. W s'écrit forcément comme un Laplacien moins QV. Donc, L de Laplacien moins QV, ben, par définition, ça c'est la définition. Ça, c'est la définition, si vous voulez. Ben, c'est le produit scalaire entre V et G, où G est fixé dès le départ. D'accord? Voilà, donc j'ai défini cet opérateur. Et ce crochet, c'est le crochet de dualité. Je le note 0 comme ça. Hein? Donc, où ce crochet 0 donc, désigne le crochet de dualité
entre quoi et quoi? G, elle est où? G, elle est dans L2 moins taux. Donc V doit être dans L2 taux. Donc entre L2 taux de oméga et L2 moins taux de oméga. D'accord? OK. J'applique maintenant l'inégalité de Karleman. Donc, d'après l'inégalité de Karleman, où oméga remplacé, où oméga est remplacé par moins oméga, on obtient oui. Ce qui dit que V appartient à L2. Parce qu'on sait que G appartient à L2 moins taux, alors qui dit que V appartient à L2. J'ai pas compris ta question. G appartient à L2 moins taux. Oui. Et qui dit que V appartient à L2 taux. V, elle est C2 jusqu'à oméga bar. Hein, c'est une fonction C2. D'accord? Donc ça, je reste bien sûr dans L2. D'accord? Donc là, je remplace oméga par moins oméga dans l'inégalité de Karleman. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit, l'inégalité de Karleman? Qui peut me rappeler ça? Donc, je l'applique à V. Donc, l'inégalité de Karleman me dit qu'à une constante, près C, vous avez constante fois taux carré. Qui peut me rappeler, ça c'est important? C'est l'intégrale sur oméga, exponentielle moins 2 taux x scalaire oméga, mais là j'ai dit on va remplacer oméga par moins oméga, donc là ça va être plus v au carré dx, d'accord, plus une quantité positive sur le bord, je l'oublie pour le moment, majorée par l'intégrale sur oméga, exponentielle 2 taux x scalaire oméga, Laplacien moins q v au carré dx, plus l'intégrale, plutôt moins taux, l'intégrale sur quoi? Gamma moins de quoi? De moins oméga, hein, puisqu'on a remplacé oméga par moins oméga, de oméga scalaire nu, bien sûr, exponentielle toujours 2 taux x oméga, la dérivée normale de v au carré. Mais v, elle est où? Mais, pardon, mais gamma moins de moins oméga, c'est quoi gamma moins de moins oméga? Or, gamma moins de moins oméga, c'est gamma plus de oméga. D'accord? Mais sur gamma plus de oméga, v, elle est comment? Sa dérivée normale égale à 0. Donc, en fait, ce terme-là disparaît. C'est 0. D'accord? Donc, grâce à l'inégalité de Karleman, on a grâce à l'inégalité de Karleman, une constante fois taux carré, mais en fait, ça représente quoi cette intégrale? Ça, c'est la norme de V indice taux au carré. Et majoré par cette quantité qui est tout simplement la norme de Laplacien moins Q V carré indice taux. D'accord?
Ça, c'est l'inégalité de Karleman. L'inégalité de Karleman nous donne cette inégalité-là. Maintenant, je m'intéresse à L de W. D'autre part, d'où, si vous voulez, module de L de W, par définition, c'est V scalaire G 0. D'accord? J'utilise l'inégalité de dualité. Ça, c'est majoré par la norme de V taux fois la norme de G moins taux. Je vous rappelle que le crochet 0, elle est là. Le crochet 0 désigne le crochet de dualité entre L2 taux et L2 moins taux. Mais la norme de V taux, elle est majorée par 1 sur taux racine de la constante C fois la norme de G moins taux fois la norme de Laplacien moins Q V indice taux. Ça, c'est V. D'accord? D'accord. Voilà. Mais Laplacien moins QV, c'est W. Donc là, c'est majoré par 1 sur taux racine de C fois la norme de G moins taux et taux. Donc, pour tout F, pour tout W dans F, j'ai montré que module de L de W majoré par une constante, la norme de W taux. Donc, ça veut dire que ma forme linéaire L est continue, ou la bornée, si vous voulez, sur grand F. Donc, L est bornée sur F, qui est un sous-espace de L2 taux de oméga. Donc, d'après le théorème de Hahn-Banach, L admet une extension, ou bien un prolongement. Donc une extension qu'on va noter aussi L sur tout l'espace L2 taux de oméga avec la même norme. Donc on sait que toute forme linéaire contenue sur un sous-espace F se prolonge sur tout l'espace L2 taux, donc avec la même norme. D'accord? Mais on sait également, d'après le théorème de représentation, alors il existe un élément U qui est dans le dual de cet espace, qui est L2 moins taux de oméga, tel que votre forme linéaire L de W s'écrit comme W scalaire U, enfin je dis scalaire mais c'est le crochet de dualité, pour n'importe quel W, et par définition, ça je vous rappelle que c'est V, G, d'accord?